Ok. Ouais. On vous laisse prendre un petit... Bah, mais je ferai une intro. Non. Ça te permet de synchroniser ça en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour mettre le son après sur la vidéo. Ouais, mais donc du coup, voilà, donc en premier, donc t'as monté ta cloison, donc c'est du 6-4. Hein, c'est du 6-4 qu'on a raboté à 34-54. Voilà, et ça c'est dans l'idée d'avoir un truc qui soit nickel quoi. À tout endroit, parce que sinon, 6-4 il fait pas partout 6, il fait pas partout 4, donc à un moment donné, t'as jamais les mêmes cotes, donc là au moins t'es sûr, tu peux préparer tes débits à l'avance, tu vas plus vite. D'accord, et après donc, alors ce que je t'ai expliqué c'est que donc t'as mis pas mal de pièces de bois à l'horizontale d'une part. Ouais, je l'ai fortement entretoisé. Ouais, déjà parce que tu nous expliquais que c'était pour faire un maintien de ton solivage en haut. C'est ça, parce qu'elle travaille vachement en compression, parce qu'en fait on a levé avec des étais la cloison, et on a vissé, il y a des vis là de 140 là, qui, si on les voit bien, qui prennent directement les poutres. Donc en fait on avait levé avec des étais, et une fois que la cloison était faite, on a redescendu les étais et ça reprend la charge de l'étage. Voilà. Pour rigidifier un peu le solivage. Donc voilà, c'est ce qui explique déjà ça, et puis aussi parce que ça te permet derrière d'avoir des petites surfaces finalement à remplir aussi, c'est peut-être plus simple pour ça. Alors au départ on aurait pu croire ça, en fin de compte c'est un peu chiant parce que du coup le terre-paille, ce qu'on dit c'est que c'est long, donc ça on le savait. Mais en fin de compte c'est pas long à faire de la paille, c'est qu'en fait tu passes ta vie à déplacer des banches. D'autant plus que tu arrives tout le temps en haut d'une cellule, donc en fait tu te mets à ras, et puis tu avances au fur et à mesure pour pouvoir tasser, et après tu es à ras de la suivante, parce qu'une fois que tu as fait celle-là, tu remontes mais juste de là, tac, tu fais les autres, et après tu remontes encore et du coup tu passes ta vie à bouger tes cales, à bouger tes... Et en fait ça prend un temps monstre, donc c'est pas si... C'est pas si pratique, s'il y a moins de compression, je sais qu'il y en a certains, ils montent leurs entretoises au fur et à mesure. C'est-à-dire ils font le terre-paille, ils s'arrêtent, ils descendent l'entretoise, ils compressent, ils vissent. Mais moi, pour les raisons que je t'ai dit, je voulais enlever mes étais, etc. Je voulais pas attendre de faire le terre-paille pour savoir si ma cloison elle tenait la compression du plancher. Quoi. Et du coup, alors le choix du terre-paille pour une cloison intérieure, c'est quoi? C'est un choix plutôt écologique, plutôt... C'était envie d'y faire? C'était quoi? Moi je dis toujours, moi je suis arrivé à l'écologie par l'économie et la logique. Surtout parce que je suis pauvre. Du coup ça t'évite bien d'acheter... Ça permet de faire des cloisons qui ont quand même des intérêts d'un point de vue hygrologique, qui ont des intérêts au niveau de l'inertie, au niveau du sonore, et un coût qui n'a rien à voir avec quand tu vas te faire un placo, etc. Ouais, carrément. Après il y avait aussi une envie d'essayer ça. Quoi. C'est une expérience en plus quoi. Voilà, c'est ça. C'est qui est super intéressant aussi. Alors au départ on avait prévu toutes les cloisons de la maison avec ça. Mais on y est revenu pour plusieurs raisons. Un problème de poids, tu vois, on a déjà des problèmes un peu avec le solivage, on essaie de le tenir avec les cloisons du rez-de-chaussée. Donc on s'inquiétait un peu du poids. Parce que le terre-paille, alors ça peut être léger, ça peut être plus lourd, ça dépend de ce que tu mets comme terre. Là on doit mettre un peu beaucoup. Moins que sur les premiers essais qu'on avait fait. On avait un cadre, on peut le voir après, il est à côté, mais il pèse vraiment lourd. Et là, on essaie de le doser un peu plus lourd que ce que j'ai compris qu'il fallait mettre, puisqu'on veut qu'il tienne et on s'en fout, on est sur la dalle. Et la deuxième raison qui nous a fait à un moment donné dire ok, on laisse tomber le terre-paille ailleurs que sur cette cloison-ci, c'est que là on arrive en fin de saison. Et on nous a dit, là, le séchage, ça met énormément d'humidité dans la maison, ça va te faire gonfler tes planchers, ça va faire gonfler toutes tes boiseries. Ça ramène beaucoup d'humidité. Et ça, on l'a constaté, tu sais, quand on a fait l'enduit argile. Là, clairement, alors déjà, ça met très longtemps à sécher, effectivement. Parce que tu sais, ça prise pas. C'est pas comme un mortier ou un ciment. Ça prise pas. Donc, c'est effectivement l'eau qui va. Donc, voilà, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Chez Roland, il a eu un peu de. Déjà, ça a mis très longtemps à sécher. Et puis, tu vois, après l'eau. La cuisinière bois quand même ça assèche pas mal la pièce, donc il n'y a pas eu ce phénomène, tu vois, trop de condensation quoi. Mais en tout cas la terre c'est pas ça ne prise pas quoi. Donc... on le voyait un peu sur la vidéo, on avait vu que surtout sur le placo ça avait tiré plus vite, l'eau était partie et après on voyait que ça traînait sur le mur de la cuisine. En fait c'est surtout l'endroit où il y a la cuisinière à bois, tu sais, ça a commencé à sécher, parce que là on avait fait chauffer exprès et après par contre ça mettait vraiment beaucoup de temps. Là normalement on dit 3 mois. Sur la saison chaude, donc là, je sais pas combien de temps on va mettre. Après, tu as le poêle à bois qui est juste derrière. On a le poêle derrière. Pour l'instant, on a les fenêtres qui sont en train d'être posées, qui n'ont pas encore les carreaux, donc ça va encore va ventiler un peu. Puis là, on a de la chance, on a un temps d'octobre anticyclonique, donc le matin, on a... carrément, ok. Je suis désolé, on a fait beaucoup de météo pour la montagne. Et non, mais du coup, ça veut dire qu'on a des bonnes gelées le matin, et après, ça réchauffe la journée, donc en fait, l'air est sec. Parce qu'en fait, ça condense tout dans la nuit, et en journée, l'air est bien sec, donc ça... D'accord.
On espère que ça tire un peu le maximum avant qu'il fasse froid, quoi. Ouais, ok. Et du coup, donc pareil, les clous, c'est pour maximiser l'accroche du mélange. Alors au départ, nous on avait pensé mettre des petits montants en 20-40. Ouais. Enfin en 2-4, quoi. Ouais. Et les premiers essais qu'on a fait, en fait, c'est trop chiant parce que ça laisse vraiment trop peu d'espace de chaque côté et t'arrives pas à bien y bourrer sur les bords. D'accord. Et encore pire sur le haut, donc finalement on est passé sur des pointes. Donc du coup j'ai 550 pièces de 20-40. Non, je sais pas quoi ouais, faire. Tu trouveras bien quelque chose quoi en faire de toute façon. J'ai du stock. Tu peux nous montrer du coup le mélange à l'extérieur? Ouais. Regardez ça. Elles sont belles les fenêtres, hein, mon dieu. Ok, alors et du coup de l'argile, alors tu le trouves comment? C'est de l'argile, hein, c'est pas de... Alors bah, on va aller voir le tas de terre comme ça. Ouais. Ce qu'on utilise. En fait, bêtement, c'est ce qu'on appelle du gore ici. Ouais, ah oui, voilà, donc c'est du gore, ouais. C'est ce qu'ils font chez nous. Hein. Bah, c'est le sol de ma Walipini actuellement, là, ça, ouais. Voilà, bah t'es dans le fond. Nous, c'est ce qu'on a trouvé en décaissant la maison. Hein. Ça, ouais. C'est ni plus ni moins que ce qui arrivait, surtout quand on était vers la porte d'entrée, parce que c'était plus là qu'on était dans le gore. Derrière, c'était un remblai. Et en fait, c'est simplement la décomposition du granit, quoi, de la pierre. Hein. D'accord. Et donc, ça fait quelque chose d'assez sableux, mais il y a peu de pierre dedans. Mais ça, par contre, ouais, quand ça sèche, par contre, ouais, c'est raide. Hein. Enfin, quand tu le mets au sol et que tu passes avec le tracteur. On a des bouts un peu, voilà, un peu secs. Voilà. Ça tient. Là, ouais, on prend les pierres ici, là, mais. Ça, là. Non, ça tient bien. Ça fait une bonne terre à piser. Bah, c'est pour ça que sur Marsac, on a des maisons à piser. Ouais, ouais. Parce qu'on a beaucoup de gore, dès que tu creuses, t'as ça, quoi. Ah ouais, mais ça, enfin moi, tu vois, j'ai remblayé les chemins autour de la Walipini avec ça. Et voilà, costaud, quand tu as passé avec la brouette thermique à la fin, ouais, c'est dur. Ah bah là, ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop non plus avec l'humidité. Hein, ça ennerve pas trop, ça tient bien. Pour te dire, le chemin d'accès à la Walipini, à force de passage, ça l'avait tellement tassé, il nous fallait décaisser de nouveau. En fait, il a fallu que je fasse des saignées au perforateur. Et que je mette mon godet pour... avait séché. Voilà, et que je mette mon godet pour pousser en fait des gros blocs de. Enfin, bon, c'était. De toute façon, quand on a décaissé la maison, là, c'est pas grand la partie de la dalle. Hein. Ouais. C'est une semaine de décaissement. Sur les 3 premiers jours, on a dû faire les 2 tiers, ou les 2 premiers jours, peut-être 2 premiers jours, on a fait les 2 tiers, et on a mis 3 jours pour faire le dernier tiers. Parce qu'en fait, comme en bas c'était du remblai, qu'on était de plus en plus dans le gore, bah. Tu tapes à la pioche, mais tu sors des petits bouts. Enfin, c'est Et t'as tout fait à la pioche ou du coup t'es allé louer un perfo? Non, on a tout fait à la main. J'avais le perfo, mais ça m'avait pas l'air d'être le mieux. Enfin, on a fait à la pioche, pelle. On s'est bagarré, beaucoup de courage. On a fini par y arriver. Et comme on n'était pas dégoûté, la semaine d'après, on a refait une semaine de décaissement dans la cave. Voilà, mais quand on aime, on compte pas. Voilà. Mais ouais, tu disais, le gore, c'est dur, surtout quand on a fait l'étable. Pareil, j'étais à la pelle mécanique avec le godet plat. Je devais jamais plus enlever plus de 2 cm. Ouais, mais quand on a creusé la Walipini, c'était le même principe. On avait des angles qui étaient raides à crever, quoi. Et là, par contre, moi, j'y suis allé avec le perfo. Petit bout par petit bout. Après, ça se décolle bien. Mais il faut bien ça, quoi. C'était une tonne, mais avec le godet plat, je prenais juste 2 cm. Et j'avais quand même la cabine qui basculait. Et je tirais vraiment. T'aurais même plus pour effet d'y tasser encore plus que d'y gratter. Enfin, moi, là, j'avais juste l'angle qu'il fallait. Enfin, t'as peut-être plus d'angle, plus de possibilités qu'une vraie pelle, mais c'est possible. Mais voilà, ça. Enfin, en tout cas, j'étais au taquet. Ça marche. Et du coup, on met ça dans la baignoire. Ouais, ok, donc ça dans la baignoire. Et après, on y fait le mélange. Alors, je mets d'abord la terre avec un peu d'eau. Là, du coup, j'en ai fait tout à l'heure. Alors, faut choisir un peu mieux sa terre. Enfin, ouais, il faut que j'aille dans l'ordre. Donc, j'y mets d'abord et puis j'y laisse un peu à l'avance pour que ça gonfle. Après, j'ai des bouts secs qui restent. Je dois encore en avoir quelques-uns qui restent. Donc, quand tu cherches au fond, tu en trouves encore qui ont ramolli. Mais... Tu laisses la terre décanter pendant un moment dans la flotte. Surtout pour qu'elle reprenne, parce qu'en fait, tu as des blocs qui sont un peu plus secs. Même si je les laissais dehors, il y a des morceaux qui restent un peu plus secs. Ouais. Et il leur faut un peu plus de temps pour reprendre l'humidité, puis pour se déliter, pouvoir devenir liquide, quoi. Ça marche. Et le dosage, donc, terre-eau. Alors, franchement, c'est au tuyau d'arrosage. Ouais. Alors, le test du gant. Ouais. Normalement, le test du gant, ce qu'ils disent, c'est quand on y met, on est vraiment à la limite. Tu vois que ça se rouvre et que ça disparaisse. Alors là, tu vois que je suis quand même. Ouais, c'est bien dosé. Mon gant, il est costaud. Alors le pourquoi, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est parce que ici, on a mine de rien, c'est du gore. Et le gore, c'est quand même la dégradation du granit. Ouais. Et ça laisse des morceaux assez gros. Tu vois là, j'avais dilué plus la première partie. Et en fait, on récupère tout ça au fond de la baignoire. Parce qu'en fait, dans l'eau, ça retombe au fond, ça se décante.
Et ça me fait des quantités de sable au fond de la baignoire et du coup c'est chiant. Donc en fait en y dosant un peu mieux, on le voit là quand ça reste plus collé, le sable il reste en suspension dedans dans les particules. Ouais. Et donc je l'emmène avec et je m'emmerde pas à vider ma baignoire. Là du coup après 400 remplissages, j'en ai un peu au fond mais j'ai que les graviers qui restent au fond. J'ai pas une masse de sable, pas possible. Et puis bah comme je disais au début, comme de toute façon je propose sur une dalle, bah je m'en fiche, je peux mettre de la charge. Elle sera juste plus lourde et mieux collée, quoi, mais moins isolante, mais pareil, en intérieur, j'ai pas de... Ouais, parce que là, c'est une cloison qui sépare donc, ta future salle de bain de ta pièce à vivre, c'est ça. Voilà. Donc t'as pas forcément d'intérêt démesuré, enfin je veux dire, ni mécanique, peut-être un peu phonique, mais bon... C'est ça, juste du phonique, et puis après, ouais, c'est pour le confort d'avoir quelque chose qui... La pièce est grande aussi, donc en phonique ça va peut-être intéressant, on évitera peut-être d'avoir de la résonance ou des choses comme ça. C'est possible. Et après du coup tu fais des grosses, tu fais des brouettes entières que tu emmènes là-bas au fil? Non, la brouette elle sert à amener la terre. Grosso modo une baignoire comme ça, alors là on a déjà dû faire 2 poubelles. Ouais. Mais tout à l'heure ça devait être rempli jusque par là. Ouais. Donc là si je vais au fond, voilà, bon il n'y a pas énormément en épaisseur mais... Et du coup tu prends... Ça c'est une brouette de terre quoi. Et là tu prends petit peu par petit peu? Alors ce qu'on a choisi de faire pour y aller vite, c'est-à-dire on commence, on met une brassée de sec. Ouais. Après on trempe une fois, là je vais te montrer, il faut finir celui-là. Et après on remet du sec dessus. Et ensuite on touille à la main pour homogénéiser le mélange. D'accord. En fait là, du coup là il y a déjà une poignée de sec. Donc ça fait quelque chose qui est pas enrobé. On en prend un peu là, on le foisonne. On le trempe un bon coup dedans. Donc là ça nous fait quelque chose de vraiment trop dosé. On le met par-dessus. Je cherche un peu ce qu'il y a dessous. Et je remets un coup de sec. Ah d'accord, ok. Et après on brasse jusqu'à homogénéiser et on retrouve quelque chose d'à peu près correct, quoi. Ouais, ok, ça marche, j'ai compris. Ouais, puis faut brasser, faut une dizaine de minutes par poubelle, quoi. C'est pas... Et là pour le coup, alors, t'as testé la bétonnière pour ça? Non. Parce qu'il y a une jolie bétonnière là-bas, mais elle démarre plus. D'accord. Mais je sais pas du tout si ça serait intéressant, j'en sais rien. Je me suis posé la question. J'ai eu fait pour le bouchage, parce que j'avais fait une maison en paille, et donc pour le bouchage, on avait fait un mélange paille, terre, chaud, et on y avait fait à la bétonnière. Alors ça marchait assez bien. C'est vieux. Hein. Parce que moi, ce que j'avais pensé faire, mais bon, la bétonnière elle marche pas, mais je m'étais dit là que ça pouvait peut-être pas mal marcher de faire un peu pareil. Ouais. Je fous la terre. Alors, soit tu mets la paille, tu verses un peu de terre, tu remets de la paille, tu reverses un peu de terre et tu laisses touiller tout seul. Ou alors le même principe, mais sauf que au lieu de se faire chier à brasser dans le fond du tonneau, là. Bah après, là, de toute façon, là, laisser la bétonnière bosser pour moi. Ouais. Après, là, vu les dimensions que tu as, mécanisé à outrance, peut-être pas, mais quand tu parles d'une maison, tu sais, où tu montes vraiment. Là, ça pourrait être intéressant, à mon avis, de trouver une solution. Ah oui, il faut trouver un truc pour mécaniser. Ouais. Par contre, ce qui fonctionne surtout pas, c'est le malaxeur. Ça sert à rien. Les malaxeurs rotatifs, tu dois tout, tu fais rien, au milieu de l'axe. Ouais, tu fais rien du tout, quoi. Voilà. Alors, il y a ce qui se fait, qu'on nous a pas mal conseillé, ou que j'avais déjà vu sur internet, c'est le truelle rosoir. Oui, la truelle accrochée à l'arrosoir. Oui. Après, c'est avec de la barbotine vraiment liquide, pas plus liquide que celle-là. Et en fait, tu étales ta paille sur une bâche, tu t'arroses dessus, puis tu la retournes un peu à la fourche. Et là, il la laisse reposer souvent bien 24 heures pour qu'elle ressuie. Et ça, c'est quand tu veux vraiment faire du mélange allégé, quoi. Ouais, bah, j'avais carrément vu des ricains faire ça, tu sais, avec le rotavator derrière le tracteur. Oui, mais bon, tu sais, c'est d'autres techniques. C'est d'autres pays, d'autres cultures. C'est d'autres cultures, ouais. Ouais, puis ça dépend encore une fois, tu sais, là, il y a du Bermazou, moi. Là, on est dans les règles ultimes, là. On va aller voir, du coup, comment elles s'y prennent, les nanas, là, pour remplir. Seb, c'est dommage que les éboulis sont carreaux. Tiens. Ah, ce que je te disais tout à l'heure, ils viennent de replacer la banque parce qu'il fallait boucher juste le haut du trou. Et puis là, il faut remonter pour. Donc finalement, au moins la moitié du temps, tu fais ça. Ouais. Là, on a que 2 visseuses, limite, il en faudrait plus. Parce qu'en plus, du coup, on a une qui tourne sur les petites vis pour faire tout ce qui est le pointage. Ouais. Alors le pointage, faut pas négliger le nombre de vis, parce que là, on en a, juste pour ce mur-là, on en a passé 2000. On en a passé 1000, je veux dire. C'est des vis que tu mets là dans ton cadre, j'avais pas fait gaffe. Ouais, c'est des vis qu'on a mis. D'accord. Et on en a passé 1000. Et pourquoi pas des clous, question bête?
parce que c'était quand même plus rapide à visser, déjà d'une part, et d'autre part, c'est que je sais pas trop si j'aurais bien réussi à pointer dans mes petits espaces. Oui, c'est vrai. Là, c'était un truc à se défoncer la main dans le clou de derrière. Donc du coup, on a vissé. Et puis, du coup, on est tout le temps à déplacer les petites cales, à faire monter les coffrages. Ça prend une grande partie du temps. D'accord. Et il y aurait aussi, si on devait en faire plus, il y aurait une réflexion à avoir aussi sur les têtes de vis. Parce que là, on a des torques, mais au bout d'un moment, elles finissent toutes par devenir rondes. Ouais. Puis après, on finit par plus pouvoir les sortir. Donc après, on sort la Dremel, on fait un d'accord. et après, on tourne la vis là. T'as une astuce, je sais pas si tu la connais, c'est de prendre la tête de la vis avec le mandrin de la visseuse. De serrer le mandrin de la visseuse sur la vis. Ouais, mais quand elle est au fond du ah bah non, coffrage, c'est mort. J'ai pas de solution. Voilà. Parce que c'est toujours là que ça arrive. Quand elle est attrapable, ça arrive pas. Après, il n'y a pas bien mieux que le torse, en fait. Ouais, je sais pas, non, j'ai juste qu'il y avait une réflexion peut-être à avoir, parce que d'un moment on les ponce. Je pense qu'il y a de la terre qui se met aussi dans la tête, donc... Ouais, et puis même le métal se bouffe, de l'embout, même peut-être des fois plus l'embout que la tête de vis, ça dépend. Ouais, les embouts, non, ça va, ils tiennent le coup, mais... Enfin bon, voilà, on y... Et juste pour terminer, cette méthode, tu veux l'utiliser pour tes murs intérieurs ou tu vas faire complètement autre chose pour l'isolation? Tu fais une isolation par l'intérieur, tes murs d'ailleurs ou... Non, nous en fait on a fait le choix, alors ça sera peut-être un peu limité en bas, mais ça ne devrait pas te poser de problème sur le pilier en haut, on fait juste un chaud-chambre. Ouais. On fait un chaud-chambre, on a prévu 5 cm en moyenne. Plus j'y pense, plus je me dis je vais essayer de tirer proche des 10, enfin un maximum en rez-de-chaussée. Le maximum qui va tenir sans structure. Si on n'a pas prévu de structure, ça sera vraiment au jeté quoi. Et alors, en plusieurs passes. Et donc, et pourquoi pas justement, est-ce que tu penses que ce serait possible d'utiliser cette technique là que tu as utilisée pour le cloison, justement pour l'isolation périphérique des murs? Est-ce que tu penses, enfin, tu y as réfléchi, tu penses que ça vaudrait quoi? Alors, il faudrait chercher plus en détail, dit comme ça, mais je crois que quand même la paille c'est un isolant moyen qui est intéressant quand tu fais des maisons en ossature bois avec de la botte de paille parce que tu as tout de suite l'épaisseur d'une botte. Bien sûr, et elle est dense aussi, elle est compressée, compressée, etc. Là, avec la terre, tu amènes de l'inertie, mais en isolation, ça commence à être quand même un peu light. Ça peut être intéressant à faire peut-être avec une paille plus hachée, plus proche d'un... Je sais qu'il y a des gens qui font comme le chaud-chanvre, mais beaucoup moins cher, ils font un terre-paille mais une paille hachée. Ah oui, mais d'accord. Tu haches ta paille... Ça permet peut-être de mieux densifier le mur, donc avoir une meilleure isolation. Enfin, j'en sais rien, c'est théorique. Mais après, de toute façon, pareil, le chaud-chanvre, c'est... Il y a des briquettes qui existent qui sont des vrais isolants. Les blocs, mis en œuvre, on appelle ça une correction thermique. C'est juste pour éviter d'avoir le mur froid. Parce que c'est la pierre qui transmet le froid. Enfin, vous avez tout isolé, mais parce qu'il y a ce problème là. Ben oui. Vous l'avez évité quoi. Voilà, c'est vrai. Nous on a voulu faire au plus gros quoi, on va dire. Enfin, après c'est à 1000 mètres. Ouais, voilà. Je pense que je me serais moins amusé à dire je mets juste un petit chaud-chanvre si j'étais 500 mètres plus haut quoi. Ouais. Je sais pas, après, je sais que ça se fait de plus en plus le chaud-chanvre. On a des amis là, justement, ils ont ça. Ça se fait beaucoup. Ben justement, tu peux regarder des chanvres blocs, c'est ce qu'a fait François Comtois, tu sais, il s'est occupé de ça. Enfin, il a utilisé ça. À voir quoi, mais bon. Après, c'est vrai que les vieilles maisons qui ont des murs aussi épais, déjà, ça travaille pas tant en termes d'isolant, mais surtout en termes d'inertie, de coupure aussi à l'air. Donc, tu réfléchis pas de la même manière. Le chaud-chanvre sur le pisé, il n'y a aucun doute, le chaud-chanvre ça suffit amplement. Ça diffuse moins de froid, c'est moins effusif. Et il y a une bonne inertie, donc c'est intéressant. Par contre, sur la pierre, le problème c'est que c'est plus effusif, ça te ramène vraiment le froid. Donc là, le chaud-chanvre, coupe bien ça. Mais ça va pas. Voilà, sur les murs, j'aurais pas une super isolation. Du coup, j'ai plus misé sur le sol, sur la toiture. Et puis. En liège, du coup là. Ouais, là, on a les bon, mais de toute façon, on va pas trop. On en parlera une autre fois. Oui, on fera une vidéo sur laquelle on fera le point sur tout ça. Là, c'était vraiment pour montrer ça. Du coup, je pense. T'avais d'autres choses à dire sur ce sujet ou ça te paraît assez complet? Spécialiste, c'est un essai quoi. Voilà, mais c'est un essai qui semble quand même pas mal concluant. Non, on est plutôt satisfait, ça tient pas mal. Après, il y a des endroits où c'est un peu moins bien mis, où ça a bougé en travaillant. On y verra. Et on n'a pas parlé ici de la finition, du coup, que tu vas mettre dessus. Et ce qu'on veut faire, c'est on veut finir avec un enduit chaud blanc. On repassera peut-être même encore avec un badigeon par-dessus pour vraiment faire la chaux blanche, un peu la chaux grecque, quoi. Pour, en fait, ça est lié à la configuration de la pièce. On a des grandes fenêtres là au sud et on a quasiment plus rien. La pièce est profonde. Il faut que la lumière reparte quoi. Sinon, c'est pour ça que chez nous c'est tout en blanc. Oui, c'est pareil. C'est le même principe. Au début on voulait partir aussi sur des enduits un peu ocre et tout.
Mais voilà, même si c'est doux, c'est bien en été quoi. On est d'accord. Je me demande un peu si le blanc ça va pas être un peu agressif, mais je me dis, au moins en bas, j'ai pas vraiment le choix quoi. D'accord. Puis en haut, on verra. Donc là, après, éventuellement, ce qu'on parlait tout à l'heure, certainement un gobetti que tu vas projeter dessus pour générer une accroche. Enfin bon, après ça reste encore à réfléchir. Ça va être et puis à essayer surtout, parce que faut essayer par petites zones et puis voir ce que ça donne. Ok. C'est... du coup, d'un côté, on économise, mais de l'autre côté, c'est le problème des matériaux qui sont pas calibrés, standardisés, industrialisés. Oui. Là, t'as pas le DTU terre-paille quoi. Voilà. Même s'il y a des documents maintenant qui existent. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est... De toute façon, c'est fait artisanalement déjà au départ. Ouais. Bon, mais du coup, on repassera déjà pour faire le point sur la totalité de la rénovation. Et puis après, peut-être que ce sera un moment la partie où enduit, ça va peut-être rajouter après pour voir, dire à quel point j'en aurais chié ou pas. Ouais, ça marche. Voilà mes petits lapins, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'est pas la dernière fois qu'on voyait Maxime et Lucie, puisqu'on fera une série de vidéos sur leur projet, sur ce qu'ils sont en train de faire. On fera certainement une deuxième vidéo donc, dans laquelle il va nous présenter toute la rénovation, nous parler des choix qu'il a pu faire, on parlera au global de sa rénovation, et on fera aussi une autre vidéo où on fera, vous savez, le format portrait de néo-ruraux. Alors ça sera un peu le format comme les lives, on leur demandera eh bien, pourquoi ce projet, dans quel but, etc., et puis leur parcours pour avoir une idée un petit peu de leur profil. Voilà, et puis ça fera l'objet d'une playlist aussi que je mettrai histoire de tout regrouper. Et du coup nous on est parti pour aller chez Roland parce que on va faire une petite vidéo sur la greffe, sur les pommiers. Donc voilà, je vous gâte en ce moment un petit lapin. Allez, à la prochaine!